Pour aller vite, j'ai longtemps fait l'éducateur, comme on dit, et puis j'ai créé un centre de formation sur la psychanalyse et le travail social, et je suis psychanalyste depuis 22-23 ans. Voilà. Je remercie Joseph Marceau et l'association Mahavard de m'avoir invité, d'autant plus que je dirais que la question des apports de Freud à la pédagogie et au travail social sont importantes et peu prises en compte. Donc ça me paraissait important d'en parler aujourd'hui. Je vais m'appuyer, je ne vais pas développer tout ce que Freud a développé, parce que Gérard Pommier le disait, il y a un certain nombre de textes de Freud qui ont des incidences directes dans le travail des éducateurs, des enseignants, etc. Je vais m'appuyer sur un texte qui est peu connu de Freud, qui est la préface qu'il a rédigée en 1925 pour l'ouvrage d'un éducateur qui s'appelait August Eichhorn. August Eichhorn, qui était un des amis d'Anna Freud. Et il me semble que dans cette préface, il y a à peu près condensé tout ce que Freud va soutenir du côté du travail de ceux qu'il appelle mes amis éducateurs, ce qui est quand même pas rien sous la plume de Freud. Juste 2 mots du contexte. 1925, Freud vient d'apprendre la mort de Joseph Breuer, qu'il n'a pas revu depuis 25 ans, mais avec qui il est resté très attaché. C'est également la mort de Karl Abraham, celui qu'il appelait son roc de bronze, sur lequel il comptait pour prendre la suite, pour soutenir la transmission de la psychanalyse. Quelques textes importants, Ma vie et la psychanalyse, date de cette année-là, et ce texte qu'il appelle Die Verneinung, la dénégation, qui est un texte, je trouve, assez fondamental sur le fonctionnement de l'inconscient. Voilà, quelques briques comme ça. Peut-être 2 mots sur August Eichhorn, donc, qui a d'abord été instituteur, puis qui s'est pris de passion pour l'éducation de jeunes qu'on dirait aujourd'hui délinquants, asociaux. On est dans les années d'après-guerre. Beaucoup de pères sont morts à la guerre, des jeunes sont en errance et font un certain nombre de conneries. On demande à Eichhorn de diriger un établissement pour ces jeunes, l'institution Robert Holland Brune. Et fort du travail en analyse qu'il a fait avec Federn, il va mettre en œuvre finalement ce que Freud décrit d'ailleurs comme une Anwendung, je ne sais pas si ça se prononce bien, Anwendung, une application de la psychanalyse. Voilà. Eichhorn donne comme orientation à son travail l'idée ce qu'il appelle un Fürsorge, le souci de. Ceux qui ont lu Foucault se rappellent peut-être de la fin de son enseignement sur le souci de soi, le souci de l'autre, etc. Il y a quelque chose, c'est un mot très fort dans la langue allemande, pour ce que j'en ai compris en tout cas. D'ailleurs, Freud utilise le terme de Sorgenbrecher pour désigner la drogue, quelque chose qui viendrait briser le souci justement d'être au monde, quoi. Voilà un peu comment un auteur résume le travail d'Eichhorn. Ça consiste en une douceur et une bonté absolue, une continuelle occupation et des jeux en prévention des agressions. Là, il y a la mise en scène, je dirais, de toutes les médiations éducatives, et un dialogue ininterrompu avec chacun pris un par un. Dialogue ininterrompu avec chacun pris un par un. Eichhorn, en 1925, pour rendre compte de son travail, c'est à mon avis un texte qui est un pionnier de ce dont on nous rabat les oreilles aujourd'hui sous le terme d'évaluation. Là, voilà quelqu'un auquel on a confié une mission, on a confié de l'argent, il va en rendre compte aux citoyens viennois. Il fait une série de 10 conférences dans lesquelles il va donner non seulement les raisons, mais la nature de son travail, la description de son travail. Il y a notamment des conférences, il y a des passages tout à fait passionnants. On voit comment il travaille concrètement avec des jeunes en grande difficulté. Voilà, alors quelques mots de commentaires justement, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, sur ce texte de Freud qui est tout à fait précieux. Il y a 2 pages à lire qui sont tout à fait denses. Freud va donc écrire ce qu'il appelle un Gelechtwort, c'est-à-dire un petit mot d'accompagnement. Je trouve c'est plus qu'une préface, c'est
je dirais, c'est un mot d'encouragement. C'est un peu Freud qui dit à ce plus jeune, vas-y mon petit gars, il faut soutenir ça, quoi. Il commence par dire quelque chose qui est très étrange, que chez l'être humain, eh bien, il y a ce qu'il appelle das Kind, l'enfant, qui dure tout au long de la vie. Il ne dit pas ein Kind. Il n'y a pas un enfant chez chacun d'entre nous, il y a l'enfant. C'est une nuance quand même qui est importante. Et l'enfant en question fait quelques apparitions, fait quelques petits coucous comme ça, dans la maladie, dans le symptôme, dans le rêve et dans la création artistique, dans la sublimation. Voilà ce qu'il nous en dit. Et il laisse entendre finalement que le travail, que ce soit du psychanalyste ou des éducateurs, c'est le traitement de l'enfant. Voilà, c'est relativement énigmatique parce que cet enfant qui dure tout au long de la vie, ce qui m'a permis de le penser, parce qu'il n'en dit pas beaucoup plus à ce moment-là, ce qui m'a permis de le penser, c'est un travail de Serge Leclerc, un petit bouquin de Serge Leclerc que je vous recommande si vous ne l'avez pas lu, qui s'appelle « On tue un enfant », dans lequel je trouve il rejoint le sens que je trouve chez Freud, avec cette idée que sur l'enfant merveilleux, toujours renaissant, que chacun porte en soi, voilà la citation de Leclerc, « qui ne fait et refait ce deuil de l'enfant merveilleux qu'il aura été, reste dans les limbes et la clarté laiteuse d'une attente sans ombre et sans espoir, mais qui croit avoir, une fois pour toutes, réglé son compte à la figure du tyran, s'exile des sources de son génie et se tient, pour un esprit fort, devant le règne de la jouissance. » Je pense que l'enfant en question dont parle Freud, c'est cela dont il s'agit, cet enfant mythique, terrible et merveilleux, qui ne nous laisse pas tranquilles. C'est l'enfant de la jouissance. Lacan utilise une fois le terme de sujet de la jouissance, qui est quelque chose d'un peu aberrant. Si ça pouvait exister, dit-il, quelque chose qui viendrait finalement du côté d'une pulsion qui ne serait pas travaillée par la dimension de la civilisation. Bon, c'est quelque chose d'impensable en même temps, même si on voit aujourd'hui, justement, qu'on a certains sursauts comme ça, du côté de la rupture de ce que Freud appelle Kultur. La culture, c'est pas, en la langue allemande, c'est pas les beaux-arts ou le centre Beaubourg. C'est, dit Freud, cette capacité de nous tenir éloignés du règne animal, ce qui est déjà pas mal, et cette capacité de nous supporter les uns les autres. Je trouve que c'est une définition qui est aujourd'hui un peu mise à mal. J'avance un petit peu dans le texte de Freud. Il va nous citer ce qu'il appelle une Scherzwort, une vanne, si vous voulez, une blague, quoi. C'est cette idée des 3 métiers impossibles. Alors, beaucoup de gens connaissent cette citation sur les 3 métiers impossibles, mais peu de gens savent que la première citation de Freud, elle vient de ce texte d'introduction à Eichhorn. Les 3 métiers impossibles, à savoir la politique, gouverner, on en sait quelque chose aujourd'hui, gouverner, éduquer, donc enseigner, etc., et puis soigner. Alors pour comprendre, il n'en dit pas plus en 1925, mais pour comprendre le sens de ce texte, il faut aller à une deuxième citation qu'on trouve en 1937 dans Analyse finie, Analyse infinie, puisqu'il reprend ce bon mot, si vous voulez, en disant pourquoi il y a de l'impossible dans ces métiers, parce qu'on peut être sûr, là je cite, on peut être sûr d'un résultat insuffisant. Il me semble que ça devrait sérieusement nous calmer, quoi. Non, mais aujourd'hui, on est pris par une espèce de folie comme ça d'évaluation. Alors, quand on fabrique des bagnoles, moi, je crois que c'est important de vérifier que tous les boulons sont serrés. Mais quand, comme disait mon camarade Fernand Deligny, quand on fabrique de l'humain, bon, c'est pas cohérent. Je dis pas qu'il faut pas rendre compte du travail qui est fait et financé sur l'argent public. Ça, c'est quelque chose de noble. Mais il y a des méthodologies dont témoigne Eichhorn qui sont tout à fait pertinentes. De raconter ce qu'on fait, ça me paraît fondamental. Hein? Voilà, donc on peut être sûr d'un résultat insuffisant. Je me souviens d'ailleurs qu'un jour, Marie Bonaparte, dont on a parlé ce matin et dont on célèbre finalement l'apport à la psychanalyse, discute avec Freud en lui demandant « Qu'est-ce que je peux faire pour être une bonne mère, pour bien m'occuper de mes enfants ?» Et Freud, qui ne manquait pas d'humour quand même, lui dit « Écoutez, faites ce que vous voulez, mais ça ne sera jamais bien. » Bon, voilà.
Freud estime que ce n'est pas la psychanalyse qui a appris à Eichhorn à faire son boulot. Je pense que dans ces métiers, on a affaire à des professionnels qui ont une fibre de la rencontre humaine, une forme d'empathie, si vous voulez, je ne sais pas si le mot est juste, mais enfin, une capacité relationnelle que signale Freud. Par contre, ce que lui a appris la psychanalyse, dit Freud, ça lui a donné die klare theoristische, je ne sais pas si c'est bon, Einsicht, c'est-à-dire une vision intérieure, Einsicht c'est comme insight en anglais, une vision intérieure claire de la raison pour laquelle il agit, une vision théorique finalement, des mots pour dire ce qu'il fabrique, et ensuite une capacité finalement à en soutenir la cause, c'est-à-dire à pouvoir en rendre compte à qui de droit. Moi, je trouve que ces deux éléments sont tout à fait importants parce qu'ils sont l'enjeu finalement du travail social, du travail éducatif, du travail thérapeutique également. Comment s'acquiert cette position, dit Freud? Comment on apprend la psychanalyse? Alors, quand je dis ça, il y a des gens qui me disent « mais ça ne s'apprend pas ». Si, c'est ce que dit Freud, ça s'apprend. Hein, c'est une Schulung, comme il dit. Schulung, ça a bien à voir avec l'apprentissage. Et, dit Freud, il n'y a pas d'autre apprentissage, pas d'autre entraînement pour avoir accès en soi à l'énigme de l'enfant, elle reprend le terme, l'énigme de Das Ding, vous voyez un peu la logique, que d'en passer par la psychanalyse. Alors, il ne fait pas de la pub pour la psychanalyse, il dit qu'il y a une construction logique qui permet d'avoir accès à l'énigme de la psychanalyse dans la mesure où on l'éprouve à même son corps. Ça, c'est une expression importante. C'est-à-dire que des livres sur la psychanalyse, des cours, des journées comme ça, bon, sont importantes, mais Freud nous dit que ce n'est pas là qu'on apprend la psychanalyse. Il s'agit de l'éprouver à même son corps. Je pense que c'est une notation tout à fait fondamentale pour avoir l'accès à l'énigme de Das Kind. On peut penser que dans ce travail, quelqu'un qui a fait ce travail et qui a un peu éprouvé cette dimension de rencontre avec l'énigme de l'inconscient, l'énigme de la jouissance, peut peut-être le soutenir chez quelqu'un d'autre. C'est là la logique de Freud. Dans le paragraphe suivant, il va distinguer le travail du psychanalyste et le travail des travailleurs sociaux et des éducateurs. Il part de son travail de psychanalyste en disant il y a deux impératifs sans lesquels je ne peux pas travailler, dit Freud. Le premier, c'est que il y ait ce qu'il appelle Ausbildung, c'est-à-dire on pourrait dire une capacité d'acquisition telle que le langage, l'élaboration en tout cas soit possible, notamment dans la parole. Alors là, on a un petit peu avancé grâce aux psychanalystes d'enfants, que ce soit Mélanie Klein, Anna Freud ou Françoise Dolto. On a vu qu'à travers le dessin, la pâte à modeler, etc., on arrivait à des formes d'élaboration prenantes. Et puis ensuite, dit Freud, il faut avoir une forme d'Einstellung, c'est-à-dire de réglage possible. C'est le mot qu'on utilise pour le réglage des carburateurs en allemand. Enfin, je ne l'invente pas, c'est un copain qui est psychanalyste, germaniste, qui m'a raconté tout ça. Je trouve ça intéressant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un réglage dans la cure, qui est le réglage du transfert. Lorsque ces deux éléments ne sont pas présents, à savoir cette capacité suffisante d'élaboration et le réglage du transfert dans le cadre de la cure, alors à ce moment-là, dit Freud, heureusement que mes amis éducateurs peuvent prendre le relais. Vous voyez un peu comment il construit les choses. Parce que, dit-il, quelqu'un qui est pris par la migraine, le passage à l'acte, eh bien, je ne peux pas en faire grand-chose, quoi. Alors que les éducateurs vont, eux, dans leur domaine, construire à partir de médiations éducatives, de jeux, d'apprentissage. Et la fin de ce paragraphe est tout à fait importante, puisqu'il nous explique que dans cette distinction entre la réalité psychique et la réalité sociale, eh bien, donc il y a des types de métiers qui ne sont pas les mêmes, mais qui convergent, dit Freud, vers la même intention. Oui, comment dans la distinction, il dit, mais on travaille tous à la même œuvre. Il emploie le terme de Absicht, si j'ai bien compris, c'est un peu une cible. On part un peu comme quand on tire à l'arc, on part de deux points de vue, mais on vise quoi ?
il ne le dit pas, mais c'est à fleur du texte. On vise le traitement de l'enfant. Le traitement de l'enfant, qui est un enfant qui n'arrête pas de déborder dans la jouissance, ce que les Grecs appelaient l'hubris, la démesure. On voit comment aujourd'hui on est pris par cette dimension dans une société finalement qui promeut la libre circulation des biens et des pulsions. On voit comment on est dans des... Faut couper ? Non, non, 2 minutes. Vous voyez ça ? 2 minutes. On voit comment dans une société, justement, il faut être un peu fou aujourd'hui pour faire psychanalyste, éducateur. Enfin, on rame à contre-courant. Je crois que Gérard Pommier l'a montré. Mais il ne faut pas lâcher. Surtout pas, quoi. Enfin, on va à contre-courant de cette espèce d'idéologie féroce qui s'appelle le capitalisme, quand même, qui n'est pas uniquement l'accumulation de capital par certains. C'est pas uniquement ça. Cette espèce de propagation sur toute la planète qui produit une véritable destruction de l'humain et aussi des ressources planétaires. Libre circulation des biens et des pulsions, ça veut dire ça. Hein ? Voilà, je terminerai en disant, d'abord en vous recommandant la lecture de ce texte, à mon avis, qui est une petite merveille. Les 10 conférences de Freud d'Action sont également extrêmement précieuses. Et je terminerai par, c'est la fin de la préface de Freud, qui dit un éducateur, un enseignant qui s'est coltiné ce boulot dans le cadre de la cure, eh bien, il ne faut pas l'empêcher de se référer à ce travail dans son travail quotidien auprès des enfants, des jeunes ou des adultes pour certains, parce que ça relèverait de la mesquinerie, quoi. Je trouve que ça pose assez bien les choses. Je vous remercie. Bien, des questions. Ce qu'il vient de dire est très important pour nous, parce que je crois qu'il y a beaucoup de travailleurs sociaux dans la salle. Et qu'on a besoin de la psychanalyse dans notre travail. Je ne sais pas si vous connaissez tous l'association Mavar, mais nous gérons 25 établissements, dont plus d'un tiers des établissements accueillent des malades mentaux, des SDF, des sortants d'hôpitaux, des personnes qui ont vécu des choses très importantes, très graves dans leur vie et des pathologies diverses. Et on a besoin d'une réflexion dans nos équipes et dans nos relations aux malades. Savoir ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a fait, quel déterminisme inconscient il y a, etc. Oui, bon. À ce propos, je suis Louis Sierra. À ce propos, il faut rappeler quand même avec force la chose suivante. Je ne sais pas qui est venu précisément pour cette journée, mais au moins s'il y a beaucoup de travailleurs sociaux et peut-être quelques politiques, on peut l'espérer, c'est de faire entendre combien les psychanalystes, non seulement travaillent dans leur cabinet depuis longtemps, mais beaucoup travaillent dans des institutions, qu'elles soient sociales, médico-sociales ou purement dans le sanitaire. Et ça, c'est quand même un point essentiel, parce qu'au-delà de leur technicité, entre guillemets, c'est aussi le discours analytique qui doit être mis en avant, comme M. Roussel l'a fait et d'autres avant, pour faire valoir quand même qu'il ne faut pas qu'il y ait une hégémonie de ce discours, mais que c'est totalement intriqué aux autres discours dans le social, et que cette tolérance-là est absolument indispensable dans les deux sens. Voilà, et je crois que ça, c'est un point vraiment capital pour une journée comme aujourd'hui, pour que ce soit aussi entendu par les citoyens et par les politiques. Il faudrait ajouter, avant de passer la parole à Mme Buzyn, que nous avons fait un mailing de 8900, 9000 mails, et que 5000 personnes ayant reçu le mail ont ouvert le programme. Et ils l'ont lu de 5 secondes à 15 secondes. C'est-à-dire qu'il y a eu 5500 ouvertures, et il y a eu 25% des mails que nous avons envoyés qui ont été ouverts une fois, c'est-à-dire une adresse mail. Et d'après un des responsables du logiciel, qui est Sarbacane, il nous dit que c'est quelque chose de très important. En général, c'est 10-15%. Mais là, que 25% et 5500 ouvertures se soient intéressées à la psychanalyse,
c'est inespéré quand même. Ça veut dire qu'il y a un réel intérêt pour la psychanalyse. Voilà.